Nous allons débuter parce que, effectivement, le ministre doit nous quitter pour 17h30 et puis je pense, il y a un écho là, et je pense que vous avez aussi toutes et tous des trains, des avions à prendre pour rentrer chez vous. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons le plaisir d'accueillir, pour ouvrir le cycle des incontournables auditions budgétaires, Monsieur Clément Beaune, ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports. Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le détail du volet du projet de loi de finances, nous sommes bien dans le projet de loi de finances pour 2024 relatif au transport, je souhaite aborder la question de la révision de la trajectoire d'investissement de l'État en faveur des infrastructures de transport prévues par la loi d'orientation des mobilités, la LOM, un sujet qui tient à cœur aux membres de notre commission. Rappelons que l'article 3 de la LOM prévoyait une actualisation de cette trajectoire au plus tard avant le 30 juin 2023, puis tous les 5 ans. Cette échéance est à présent dépassée et l'actualité de l'année 2023 a confirmé l'obsolescence de la trajectoire élaborée en 2019. Dans la foulée de la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures en février dernier, qui a proposé plusieurs scénarios de programmation en matière d'infrastructures de transport à l'horizon 2042. La Première ministre a annoncé le plan d'avenir pour les transports, dont la régénération, la modernisation et le développement des réseaux de transport, ainsi que le soutien à l'intermodalité seront des axes majeurs. La mise en œuvre de cette nouvelle feuille de route a d'ailleurs déjà commencé. J'en veux pour preuve que notre commission vient d'examiner la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains, SERM. Comme l'a rappelé Philippe Tabarot, rapporteur de ce texte dans notre Assemblée, le choc d'offres en matière de transport collectif que ce texte propose de provoquer dans 10 métropoles nécessitera des investissements majeurs. L'État n'a pourtant pas encore précisé l'ampleur de son engagement financier sur ce sujet. Or, les acteurs réclament une visibilité de long terme concernant la trajectoire d'investissement de l'État en matière d'infrastructures de transport, à commencer par l'AFIT France et les collectivités territoriales. Surtout, il est urgent de mettre en trajectoire et en cohérence avec les objectifs et priorités déjà annoncés par le gouvernement. Dès lors, Monsieur le ministre, où en est la préparation de la révision de la trajectoire financière de la LOM ? S'agissant des modalités de cette révision, envisagez-vous de passer par une loi portant spécifiquement sur les infrastructures de transport, une LOM 2, ou encore par un autre véhicule législatif qui ne serait pas spécifique au transport? Avez-vous d'ores et déjà une idée du calendrier de l'examen de ce futur texte? J'en viens au sujet qui nous réunit cet après-midi, le projet de loi de finances pour 2024. Les 3 rapporteurs pour avis des transports vous interrogeront tout à l'heure sur les dispositions qui concernent leurs secteurs respectifs. Je souhaite quant à moi vous entendre sur l'article 15 du texte qui a une portée plus transversale. Cet article vise à instaurer une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance à laquelle seraient assujetties les entreprises dont les revenus d'exploitation excèdent 120 millions d'euros par an. Si le dispositif concerne en principe tous les modes de transport, son exposé des motifs indique qu'en pratique, la taxe pèsera uniquement sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes et sur les plus grands aéroports. Pouvez-vous préciser le champ des acteurs concernés par cette nouvelle taxe? Est-il certain qu'elle n'aura pas de répercussions sur les modes massifiés que sont les modes ferroviaires et le mode fluvial? Dans le prolongement de cette question et du cycle d'audition mené par notre commission avant l'été, sur l'avenir des concessions autoroutières, je souhaite évoquer la fin des contrats de concession, dont la première échéance est prévue dès 2031. L'État dispose de peu de temps pour mener à bien ce chantier d'ampleur. Tout d'abord, pourriez-vous nous indiquer où en sont les travaux s'agissant de la définition du bon état de retour des infrastructures aux concédants? Dans son rapport de 2023 sur l'économie des concessions autoroutières, l'autorité de régulation des transports a rappelé l'importance de cette question pour assurer la continuité du service autoroutier par-delà la fin des contrats en cours. S'agissant de la préparation des futurs contrats, le régulateur a recommandé dans ce rapport de réinterroger certains postulats du mode concessif actuel d'une durée de 20 ans. En particulier, il préconise de recourir à des contrats plus courts d'une durée de 20 ans pour permettre une remise en concurrence plus régulière. À défaut de raccourcissement de la durée des futurs contractants, l'ART préconise un renforcement de la régulation à travers une revue périodique des paramètres des contrats et le renforcement des pouvoirs du régulateur qui pourrait rendre des avis plus contraignants.
Quel est l'état de la réflexion du gouvernement s'agissant des modalités des futurs contrats concessifs et quel regard portez-vous sur cette proposition? Pour terminer, je souhaiterais vous interroger sur l'avenir du fret ferroviaire dans notre pays. Il s'agit, comme vous le savez, d'une préoccupation majeure pour notre commission qui conduit un cycle d'audition sur ce sujet dans le contexte de la procédure engagée par la Commission européenne sur les conditions de financement de fret SNCF sur la période 2007-2019. Nous inquiétons de l'avenir de fret SNCF et au-delà des conséquences de cette procédure pour le fret ferroviaire qui semblait pourtant enfin renouer avec une dynamique positive. Aussi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous faire un état des lieux des discussions en cours sur l'avenir de fret SNCF et sur les modalités du plan de discontinuité envisagé? Je ne serai pas plus long et vous cède dès à présent la parole. Messieurs Tabarot, Demilly et Gillet, rapporteurs pour avis sur le volet transport du PLF pour 2024, pourront ensuite vous interroger, de même que l'ensemble de nos collègues qui souhaitent le faire, tout en vous rappelant que nous devons lever la séance pour 17h30, ce qui, pour certains, vous arrangeront pour retourner dans vos départements. Merci, Monsieur le Ministre, je vous donne la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je comprends que cette contrainte d'horaire est partagée et qu'elle m'oblige, en contradiction avec mes habitudes les plus regrettables, à être concis. Tant mieux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je suis heureux de pouvoir me retrouver à nouveau devant vous pour évoquer les questions que vous avez posées, bien évidemment, et plus largement ce contexte budgétaire du projet de loi de finances pour 2024. Je vais tâcher de répondre à l'ensemble de ces sujets en donnant peut-être, si vous le permettez, un petit aperçu des grandes priorités de ce projet de loi de finances, puisque, comme vous l'avez évoqué, j'y reviendrai, il est important, depuis la loi d'orientation des mobilités, de garder une perspective pluriannuelle et complète sur l'investissement de l'État en matière de transport. C'est un projet de loi de finances qui sera ici débattu dans peu de jours, qui marque une très forte augmentation des moyens consacrés au transport. Je me permets d'y insister. J'avais présenté, pour ce qui me concerne, mon premier budget de transport, des transports l'an dernier, à peu près à la même époque devant vous. Et c'était un budget qui était en augmentation de 13% par rapport à l'année précédente. La hausse entre le projet de loi de finances entre la loi de finances pour 2023 et le projet de loi de finances pour 2024, tel qu'il vous est proposé, est aussi de 13%, ce qui veut dire qu'en 2 ans, sur le périmètre de l'ensemble des engagements financiers de l'État en matière de mobilité, c'est une augmentation de près de 30% pour les transports. Vous le savez, la Première ministre a annoncé, dans le cadre de la planification écologique, un renforcement des moyens consacrés à la transition écologique de 7 milliards d'euros en crédit de paiement, 10 milliards d'euros en autorisation d'engagement. Sur cette hausse de 7 milliards d'euros, les transports représentent la plus importante, avec 1,6 milliard d'euros de hausse. C'est cela qui se retrouve dans le PLF 2024, sur le périmètre consolidé que j'évoquais, puisque, comme vous le savez, la vision d'ensemble n'est pas toujours facile à restituer, puisqu'il y a à la fois le programme budgétaire le plus directement concerné, le programme 203, et puis d'autres outils budgétaires qui sont dans le budget lui-même ou dans les satellites de l'État, si je puis le présenter ainsi, à la fois d'autres programmes. Je pense au bonus écologique, par exemple. Je pense aux aides à l'aéronautique, d'autre part. Et puis, je pense à l'Agence de financement des infrastructures, à la Société du Grand Paris, à certains budgets annexes. C'est cet effort complet qui représente pour le PLF 2024 une proposition de 13,6 milliards d'euros de crédit. Donc, encore une fois, une hausse de près de 30% par rapport à ce qu'il était il y a 2 ans. C'est un budget qui essaye, qui je crois y parvient, de se concentrer sur les grandes priorités que j'avais décrites devant vous lors de mon arrivée, à la fois les transports du quotidien et la décarbonation des transports de manière transversale. Je ne m'étendrai pas sur tous les chiffres, mais quand on regarde cet effort global d'environ 13 milliards et demi d'euros pour arrondir, il y a 8 milliards d'euros qui sont directement consacrés aux mobilités vertes, principalement les transports ferroviaires et collectifs, mais aussi le transport fluvial ou l'effort national en faveur du vélo. 2 milliards d'euros qui sont consacrés au verdissement de secteurs fortement émetteurs ou fortement polluants. Je pense évidemment à l'aérien et à la route. Et le reste qui est consacré à la modernisation du réseau routier. C'est un point sur lequel le Sénat est, je le sais, très engagé et très vigilant. Et puis environ 1 milliard d'euros qui est consacré à travers un budget annexe à la modernisation et à la sécurité de la navigation aérienne, qui est évidemment absolument prioritaire, avec des investissements qui sont importants et qui nous remettront, je le crois, au bon niveau en matière d'investissement et de sécurité dans notre contrôle aérien. Si je
zoome un petit peu plus sur les grandes priorités que j'avais évoquées, au-delà de la décarbonation et les transports du quotidien, c'est évidemment une priorité qui est donnée au ferroviaire. Je l'avais dit à plusieurs reprises devant votre commission, dès l'an dernier, ça se traduit dans les priorités budgétaires. Pour le programme 203, qui est le cœur des crédits budgétaires du ministère des Transports, c'est 85% du total budgétaire qui est consacré au transport ferroviaire et au transport collectif. C'est essentiel. Et si je reviens sur quelques grands objets au sein de cette priorité ferroviaire, je serai bref et j'y reviendrai sans doute dans notre échange ensuite, je voudrais insister en premier lieu sur la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire, qui est absolument crucial, qui, je l'ai souvent dit, est invisible, mais nous rattrape quand on n'investit pas assez. Nous avons aujourd'hui un niveau d'investissement qui est le plus important depuis plusieurs décennies, avec 3 milliards d'euros atteints l'an dernier pour notre réseau ferroviaire. Et c'est l'engagement de la Première ministre, vous le savez, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'augmenter ce montant à 4,5 milliards d'euros, donc 50% d'augmentation par étape opérationnelle, puisque les travaux se programment, d'ici la fin de la législature, donc en 2027. Cette année, ce seront 300 millions d'euros supplémentaires qui sont consacrés à la régénération ferroviaire. Je reviendrai sur le mode de financement qui, l'année prochaine, sera très vraisemblablement pris en charge par le groupe SNCF, compte tenu de ses résultats, au lieu de donner dividende à l'État, il réinvestira à notre demande ces moyens sur la régénération ferroviaire et ensuite il faudra définir, notamment dans le cadre d'un contrat de performance revu, une trajectoire pluriannuelle visible et augmentée. J'insiste aussi sur les trains d'équilibre du territoire, les trains du quotidien. C'est un effort important qui est porté dans ce budget, plus de 3 milliards d'euros pour financer ces trains d'équilibre, avec notamment des réinvestissements pluriannuels extrêmement importants, auxquels, vous le savez, je suis très attaché, sur des lignes qui ont été trop longtemps négligées. Je pense en fait à l'intégralité de nos lignes intercités, mais à certaines qui sont emblématiques à bien des égards. La ligne dite POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, la ligne Paris-Clermont-Ferrand ou par exemple la ligne Bordeaux-Marseille dont nous rachetons aussi l'intégralité des rames en même temps que nous faisons sur la plupart de ces lignes d'importants travaux de modernisation ou de régénération du réseau ferroviaire. Le fret ferroviaire est aussi au cœur de ces priorités. Je reviendrai sur votre question plus précise, Monsieur le Président, mais avec des efforts importants pour nos infrastructures. J'ai annoncé le 23 mai, il se retrouve en partie dans ce PLF, 4 milliards d'euros d'investissement sur 10 ans pour nos infrastructures de fret ferroviaire, car l'aide à l'exploitation est très importante, mais on a parfois trop négligé l'infrastructure en matière de fret, qui est la clé de l'augmentation de sa part modale, conformément à une stratégie de doublement de la part du fret ferroviaire dans le total du fret d'ici la fin de la décennie. J'insiste sur les services express régionaux métropolitains qui cochent, si je puis le dire ainsi, ces deux cases des transports du quotidien et de la décarbonation. Je serai bref car nous en avons longuement parlé et je vous en remercie pour votre soutien large dans l'hémicycle il y a quelques jours, mais sur le plan budgétaire, je le redis, ce sont presque 800 millions d'euros qui sont prévus dans la génération de CPER qui est en cours de discussion, qui est une première étape pour des études et des premiers travaux qui sera évidemment complétée, CERM par CERM, puisqu'ils seront définis avec un plan de financement, avec un plan d'investissement collectivement, un premier effort significatif de l'État que nous compléterons donc dans les années qui viennent, schéma par schéma. Et puis j'insiste sur les questions de qualité de service. Bien sûr, il faut le choc d'offres. Bien sûr, pour cela, il faut investir dans notre réseau, dans nos trains du quotidien, dans ces nouveaux services express régionaux et métropolitains, mais aussi dans des outils. J'entends des polémiques ces derniers jours sur le fait que le PLF cacherait ou ne contiendrait pas des crédits destinés au pass-rail ou au titre unique. Il y a dans ce projet de loi de finances suffisamment de crédits sur le ferroviaire pour qu'évidemment ces actions amorcées ou développées le plus vite possible soient financées. Et il est clair que sur le titre unique comme sur le pass-rail, l'État mobilisera des crédits dès 2024 puisqu'il faudra avoir cette discussion avec les régions et je le souhaite commencer à faire fonctionner notamment ce pass-rail dès l'année 2024 en même temps que dès le début de l'année prochaine, nous expérimenterons avec plusieurs collectivités volontaires le titre unique que j'ai souhaité lancer au mois de février dernier. Pour revenir à plusieurs de vos questions, Monsieur le Président, et pardonnez-moi si je ne suis pas plus détaillé sur le PLF, mais je pense que nous y reviendrons dans notre échange, notamment sur les questions des rapporteurs. Mais vous m'avez posé plusieurs questions cruciales. La loi de programmation ou la visibilité pluriannuelle de notre effort en matière de transport. C'est une obligation et c'est une nécessité politique, au-delà de ce que prévoit la LOM, pour dire
à nos concitoyens, aux collectivités, au Parlement, ce qu'est notre effort dans la durée. C'est le sens des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures, auquel le Sénat a été directement associé. La Première ministre a indiqué à la fin du mois de février dernier, sur remise de ce rapport, que c'était le scénario de planification écologique qui nous servait de référence. Je donne un ordre de grandeur, puisqu'il y a différentes façons de compter les projets, mais ce scénario de planification écologique, et c'est très clair, c'est entre 25 et 30 milliards d'euros d'investissement pour nos transports entre cette année et la fin de la législature en 2027. Telle est notre référence. Comment cette référence doit se traduire, se matérialiser dans un document stratégique ou dans une loi qui serait soumise, et je l'espère, votée au Parlement? Vous savez, Monsieur le Président, que ma préférence va à une loi de programmation. Je suis en train de consulter les groupes politiques du Sénat et de l'Assemblée nationale pour examiner si, dans notre calendrier parlementaire contraint, vous le savez, il y aurait une voie de passage, pour le dire ainsi, majoritaire et parlementaire, qui permettrait de faire aboutir un tel texte. En tout cas, il y aura dans les prochaines semaines, et je m'engage à évidemment revenir vous en donner les détails, une visibilité pluriannuelle et consolidée, avec le même périmètre que ces 13,5 milliards d'euros que j'évoque maintenant, pour les années qui viennent, avec comme référence, j'y insiste, ce scénario de planification écologique du COI. Donc, ce travail de préparation de la trajectoire pluriannuelle a déjà été largement fait par le COI et confirmé par la Première ministre dans la présentation de son plan d'avenir pour les transports au mois de février. Alors, pour investir, il faut des financements. Ce sont des crédits budgétaires importants qui sont mobilisés. J'ai évoqué cet effort budgétaire de 13,5 milliards d'euros pour l'année prochaine, mais dans la durée, pour augmenter nos investissements, puisque tel est l'enjeu, notamment sur la régénération du réseau, sur les trains d'équilibre du territoire ou sur d'autres priorités, notamment ferroviaires, et pour la décarbonation en général, nous assumons qu'il y a une contribution supplémentaire qui est demandée à certains acteurs du secteur. C'est cette fameuse taxe sur les concessions, l'article 15 que vous avez évoqué, qui porte sur les grandes concessions, qui concrètement aboutira à faire contribuer pour investir en décarbonation le secteur autoroutier et le secteur aéroportuaire pour un montant estimé environ à 600 millions d'euros par an. C'est important puisque ça représente sur la période entre cette année et 2027 à peu près 2,5 milliards d'euros si le Parlement vote bien cette taxe. Et c'est donc environ, si je prends l'ordre de grandeur du scénario de planification écologique, 10% des crédits nécessaires à ce scénario qui seront ainsi mobilisés et financés par une contribution spécifique du secteur ou des secteurs affectés, et j'insiste sur ce point, à l'Agence de financement des infrastructures de transport, à l'AFIT, pour justement bien démontrer et organiser juridiquement une affectation de ces sommes importantes à la décarbonation et à notre investissement en matière de transport, pas seulement dans le ferroviaire, principalement dans le ferroviaire, mais pour la décarbonation de manière générale. Cette taxe a fait naître un certain nombre de questions, voire d'inquiétudes. Je l'aurais dit, singulièrement pour le secteur autoroutier, la question des péages est organisée par les contrats. Et si cette taxe est présentée par le gouvernement au Parlement, c'est parce que nous estimons, même si les acteurs autoroutiers peuvent ici même vous dire leur interprétation contraire, mais c'est parce que nous estimons que cette taxe est parfaitement conforme au contrat. Et donc, de la même façon, la formule d'évolution des péages est fixée par le contrat et d'ailleurs entérinée par des arrêtés de l'État, du gouvernement, chaque année. Et donc, pour être très clair, il n'y a pas de possibilité d'augmenter les péages au titre de cette taxe. Il y aura ensuite, probablement, puisque les assujettis l'ont évoqué, certains d'entre eux en tout cas, une procédure, un recours, une procédure contentieuse. Nous sommes dans un état de droit, c'est le droit de ceux qui ont un intérêt à agir, comme on dit. Mais je crois pouvoir dire avec confiance, avec une affirmation claire, que nous avons pris toutes les précautions juridiques pour que la taxe qui vous est proposée soit robuste, conforme au contrat, et évidemment souverainement votée par la représentation nationale, quoi qu'en pensent les uns ou les autres. Et que la formule d'indexation des contrats n'est pas changée par cette taxe. Donc c'est très important de le dire et de le redire. Il y a des règles d'évolution des péages, mais la taxe qui est proposée aujourd'hui au Sénat ne remet en rien en cause cette formule d'évolution des tarifs des péages. Je viens sur la question plus prospective et plus stratégique sans doute de la fin des contrats de concession. Vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, les concessions dites historiques arrivent à échéance rapidement, 2031.
J'ai évoqué plusieurs fois publiquement et avec vous, devant vous, le fait que si c'est sans doute pas dans cette législature qu'il faudra prendre une décision sur l'avenir des concessions, en revanche, je crois que notre responsabilité, ma responsabilité, je le conçois ainsi, est de préparer de la manière la plus approfondie, la plus sereine possible aussi, dans un débat qui est parfois polémique, les options pour l'avenir de nos concessions autoroutières. Et c'est dans ce sens que j'ai évoqué devant l'Assemblée nationale, et je le redis devant le Sénat, une commission la plus ouverte possible, qui pendant plusieurs mois, je le souhaiterais ainsi, avec des membres de la représentation nationale, avec des organisations non gouvernementales, avec des économistes, avec évidemment des sociétés concernées, puisse regarder les options juridiques, politiques et stratégiques qui s'ouvrent à nous, qui s'offrent à nous pour l'après 2031. Et je pense que ce travail est important, qu'il faut le conduire maintenant, pour justement échapper à l'urgence de la décision et préparer celle que sans doute mes successeurs auront à prendre. Je pense que c'est faire œuvre utile que de faire ce travail à ciel ouvert et j'aurais souhaité qu'on puisse lancer cette commission dès la rentrée, dès l'automne. Ça prend un peu plus de temps et je ne voulais pas que ça soit percuté par le débat actuel du projet de loi de finances, mais il faut que dans les prochaines semaines, je vous donnerai toutes les précisions nécessaires en vous associant évidemment, nous puissions entamer ce travail de réflexion, ce travail prospectif sur toutes les options, sans tabou, pour l'avenir de nos concessions autoroutières. Je l'ai toujours dit, toujours assumé, je pense que le modèle concessif a de nombreux avantages, notamment celui de nous donner des perspectives de long terme, mais ces paramètres peuvent être discutés, peuvent évidemment évoluer. Vous avez évoqué, Monsieur le Président, les travaux du régulateur, de l'autorité de régulation des transports, qui préconise par exemple d'avoir des contrats de durée plus courte, c'est une des pistes. Mais je ne veux pas préjuger, puisque je pense que ce travail doit précisément être fait sur les concessions elles-mêmes, sur les paramètres des concessions, sur les périmètres des concessions, dans le cadre de cette commission de travail, d'investigation, au sens le plus profond du terme, pas au sens d'une enquête, pour les semaines et les mois qui viennent, et préparer ensuite les décisions politiques qui devront être prises sans doute après 2027. Sur le fret SNCF, une précision, puisque c'est un sujet important. Vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire, la Commission européenne a ouvert une procédure le 18 janvier dernier. Je regrette l'ouverture de cette procédure. La France pense, et nous le pensons toujours, que les motifs ne le justifiaient pas. Mais c'est ainsi. Nous sommes là aussi dans un état de droit. Et en l'occurrence, il y a une compétence qui relève de la Commission européenne sur la question des aides d'État supposées. Et face à cette procédure, je l'ai aussi assumé très clairement. Il y a deux options, pour dire les choses très simplement. La première qui consiste à ne pas se préoccuper de la procédure finalement, ou à se battre pied à pied, si je puis dire, le plus longtemps possible, avec un degré de coopération variable. On peut monter sur les barricades ou discuter de manière dilatoire avec la Commission européenne. Tout ça peut prendre de longs mois, c'est vrai, et sans doute dépasser le mandat d'un ministre des Transports, mais ça se finit en général assez mal. Parce que s'il faut rembourser ce qui est demandé aujourd'hui par la Commission européenne, c'est 5,3 milliards d'euros qui sont en jeu. Et même si ça n'était pas la totalité de cette somme, mais une partie ou une grande partie de cette somme qu'il faudrait rembourser, car si la Commission ouvre une procédure, c'est qu'il y a quelques soupçons étayés, je crois que, je suis même sûr, que l'entreprise, notre opérateur public de fret ferroviaire ne s'en remettrait pas. Et ses agents les premiers. Et donc il y a une autre option, vous aurez compris qu'elle a ma préférence, c'est que c'est celle que le gouvernement a retenue, qui est difficile, qui n'est pas agréable, qui consiste à avoir une option rapide d'accord avec les autorités européennes pour garantir la pérennité d'un opérateur de fret ferroviaire avec des lignes rouges et des garanties qui sont aujourd'hui sécurisées, le maintien de 90% des emplois et évidemment de la totalité pour les agents concernés des emplois au sein du groupe public ferroviaire SNCF. Personne n'est au chômage, évidemment. Mais 90% des emplois au sein de la nouvelle structure de fret ferroviaire. Deuxièmement, qu'il y ait un opérateur public qui puisse continuer à opérer sur une partie du périmètre actuel. Et troisièmement, qu'il n'y ait pas de report modal inversé, comme l'on dit, d'où le plan de réinvestissement massif dans le fret, pas seulement sur les aides d'exploitation qui sont augmentées et pérennisées, mais aussi et surtout sur nos infrastructures de fret ferroviaire avec un plan qui consiste à rénover nos grandes gares de fret ferroviaire. Vous les connaissez parfois dans vos départements. Je pense à la gare
de Miramas dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône. Je pense à l'est, à la gare de Voipy, qui est la plus grande gare de triage de France, sous-investissement massif. Nous allons mettre les 80 millions d'euros nécessaires à ce réinvestissement. Je ne serai pas plus long, mais vous l'aurez compris, je crois dur comme fer au fret ferroviaire. Je pense qu'il faut surmonter cet épisode difficile en assumant nos responsabilités. Voilà ce que je crois être le plus protecteur pour les agents, pour le fret ferroviaire et pour l'écologie, et investir dans ce mode de transport auquel nous croyons tous et auquel je crois très profondément. Voilà pour essayer de répondre, Monsieur le Président, à l'essentiel des questions que vous avez soulevées à ce stade. Et je suis évidemment à votre disposition pour la suite. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais donner la parole à Philippe Tabarot. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai à l'instar de mes collègues de très nombreuses questions à vous poser, mais je vais tâcher de concentrer mon intervention sur les dispositions et crédits du projet de loi de finances pour 2024 consacré au transport ferroviaire, fluvial et maritime. Tout d'abord, nous pouvons nous féliciter qu'à la fois nos multiples alertes en commission, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures ait servi en fin d'électrochoc. Le 24 février 2023, la Première ministre a annoncé le plan à venir pour les transports avec 100 milliards d'investissements d'ici 2040. Bien que de nombreuses cases sont encore manquantes, notamment l'épineux partage du financement avec les cofinanceurs, cette perspective de long terme est à saluer. Un horizon inédit pour certains, une communication de plus pour d'autres, mais pour moi, c'est surtout la force de cette ambition que je souhaite vérifier dès aujourd'hui. Vous défendez un effort sans précédent pour 2024. Nous voyons bien plus une progression de petits pas. Les enjeux, vous les connaissez parfaitement, au carrefour de la décarbonation, la hausse du prix des carburants, le nécessaire report modal, l'accessibilité aux zones peu denses ou encore la décongestion des métropoles. Le secteur doit progresser bien plus vite, bien plus fort. S'agissant de transport ferroviaire, je souhaiterais vous interroger, Monsieur le Ministre, sur la déclinaison concrète du plan à venir pour les transports et de cette nouvelle donne ferroviaire annoncée par la Première ministre. Plus de 8 mois plus tard, où en sommes-nous ? Certes, nous observons dans le projet de loi de finances une augmentation des crédits consacrés au transport ferroviaire et je m'en réjouis, vous l'avez rappelé. Pour autant, les moyens déployés ne sont pas encore à la hauteur des objectifs. Nous l'avons vu très récemment avec la PPL sur les SERM, dont j'ai été le rapporteur ici au Sénat et qui, force est de le constater, ne prévoit aucunement les modalités de financement de ces projets. Certes, me direz-vous, et vous l'avez dit plusieurs fois pendant nos discussions lundi dernier, près de 800 millions d'euros de crédits devraient être partagés pour les études préalables dans le cadre des CPER, mais nous ne savons rien de l'engagement de l'État pour financer les travaux et ce constat, je pourrais le décliner à bien d'autres égards. Pour ne prendre qu'un exemple, nous n'avons toujours pas de visibilité ni de trajectoire sur le financement précis pour la modernisation du réseau et nous sommes particulièrement en retard, comme vous le savez si bien, sur le déploiement de l'ERTMS et la commande centralisée du réseau. Comme vous le savez également, Monsieur le Ministre, le transport ferroviaire est un secteur de temps long. Pour conserver nos filières industrielles d'excellence, mais aussi permettre aux transporteurs et aux gestionnaires d'infrastructures d'assurer leur mission dans de bonnes conditions, nous avons besoin de visibilité. Aussi, je rejoins bien sûr le président Longeot, comme souvent. À quand une nouvelle loi de programmation pour les infras de transport ou à minima une ventilation des dépenses des 100 milliards annoncés par la Première ministre, à quand une révision du contrat de performance entre SNCF Réseau et l'État? Vous venez de l'évoquer. Un contrat qui, je le répète une nouvelle fois, a fait l'unanimité contre lui. Par ailleurs, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, nous faire un petit point sur l'avancée du chantier Lyon-Turin, qui est un sujet de préoccupation majeure dans cette commission. Sur le transport fluvial, je souhaiterais aborder 2 points au départ. Finalement, je vais aborder qu'un point. La révision du contrat d'objectifs et de performance de VNF, conclu en avril 2021, qui a permis de fixer un cap au développement du transport fluvial pour la période 2029. En application de la LOM, ce document doit être révisé en 2023 pour la première fois. Où en sont les travaux pour actualiser ce document et sur quels aspects va porter la révision?
Dans ce cadre, prévoyez-vous de revoir à la hausse la trajectoire d'investissement de VNF en faveur du réseau fluvial qui s'établit actuellement à 3 milliards d'euros d'ici 2030 pour tenir compte du plan à venir pour les transports et des nouvelles recettes qui seront dégagées grâce à la taxe sur les infrastructures de transport longue distance dont vous avez parlé. Enfin, s'agissant du transport maritime et des ports, je souhaite évoquer le règlement européen adopté en septembre dernier sur le déploiement des infrastructures pour carburants alternatifs. Ce texte fixe notamment des objectifs ambitieux en matière de déploiement d'infra de recharge dans les ports maritimes pour permettre l'alimentation électrique des navires à quai. Il est par exemple prévu que d'ici 2030, les ports appartenant au réseau central RTET, qui sont les plus fréquentés, soient équipés pour fournir chaque année l'alimentation électrique à quai pour au moins 90% des escales effectuées par des navires porte-containers de plus de 5000 tonnes. Le projet de loi de finances 24 ne comporte aucune mesure sur ce point, si ce n'est l'enveloppe de 175 millions d'euros prévue par le plan de relance depuis 2021 et qui est désormais presque intégralement consommée. Comment le gouvernement envisage-t-il d'accompagner financièrement les ports maritimes de cette transition? Enfin, permettez-moi une ultime question subsidiaire sans empiéter sur les compétences de l'excellent collègue de Milly. Allez-vous vous mobiliser aux côtés des élus pour contester la suppression sans aucune concertation des lignes régulières d'Air France depuis Nice vers Orly? Ces suppressions sont une erreur, une faute, un non-respect pour l'attractivité de notre merveilleuse Côte d'Azur. Nous ne pouvons l'accepter, Monsieur le Ministre. Merci, monsieur le rapporteur. Je vais donner la parole à l'excellent collègue Stéphane Demilly. Merci, Monsieur le Président, pour cette introduction. Monsieur le Ministre, après avoir traversé les turbulences de la crise sanitaire, le transport aérien entre aujourd'hui et enfin dans une période un peu plus sereine. Selon la DGAC, le trafic aérien devrait atteindre en 2024 son niveau de 2019, contre 94% cette année. Le ciel n'est toutefois pas complètement dégagé pour le secteur et je souhaiterais vous poser un certain nombre de questions sur le projet de loi de finances, car le transport aérien est en effet concerné par plusieurs mesures fiscales examinées lors de la première partie du PLF, et j'ai 6 questions précises à vous poser. L'article 13 du PLF prévoit des mesures relatives à la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports, la fameuse Tirouette. L'objectif cible d'incorporation carburant aérien durable passe de 1,5% en 2024 à 2% en 2025. Autrement dit, les compagnies aériennes paieront un montant proportionnel à l'écart avec la cible si elles ne l'atteignent pas. Pour le dire encore autrement, la pénalité sera équivalente au montant du manque de carburant durable lui-même, coefficienté d'une pénalité de non-respect des règles. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Tout cela en intégrant le fait que sur le plan fiscal, le double compte, c'est-à-dire la multiplication par 2 des montants incorporés, disparaît. Dorénavant, on ne prend en compte que la réelle incorporation. Or, aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des compagnies paient la taxe et n'incorporent pas le pourcentage cible actuel qui n'est que de 1%. Le président de la République a dévoilé, à l'occasion du Salon du Bourget, un plan qui me semble encore un peu timide en faveur des carburants aériens durables. Ma première question est la suivante. Comment comptez-vous accompagner ces fameux objectifs d'incorporation? Vous n'allez pas être surpris, Monsieur le Ministre, par ma deuxième question, qui concerne la taxe sur l'exploitation d'infrastructures de transport de longue distance. C'est un terme un petit peu long pour dire qu'on souhaite taxer les gros aéroports que sont Paris, Marseille, Nice et Toulouse. Les aéroports me semblent être la victime collatérale d'une collision malheureuse entre la volonté gouvernementale de taxer les concessions autoroutières et l'analyse du Conseil d'État qui considère qu'il ne peut pas y avoir qu'un seul mouton noir dans le transport. Alors on s'en prend à nouveau à l'aérien, pourtant lui-même, vous le savez, victime d'une transition énergétique particulièrement coûteuse. Cette taxe devrait avoir un impact d'une centaine de millions d'euros sur les aéroports du groupe ADP qui seront ensuite naturellement répercutés sur les redevances payées par les compagnies aériennes et en premier chef Air France. Comment comptez-vous, Monsieur le Ministre, limiter les effets de distorsion de concurrence de ce dispositif au détriment d'Air France et au profit des compagnies aériennes low cost étrangères présentes dans les aéroports régionaux? C'est ma deuxième question. Par ailleurs, des amendements ont été adoptés sans prospérer par la suite pour accroître les prélèvements fiscaux sur l'aviation d'affaires par nos collègues et homologues de la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale. Quelle est votre position personnelle sur ces propositions
Monsieur le ministre, c'est ma troisième question. Concernant les crédits relatifs au transport aérien, je me réjouis de la stabilité des crédits consacrés aux lignes d'aménagement du territoire. Monsieur le ministre, je tiens à vous rappeler que la Commission, bien sûr, exerce sur ces lignes essentielles pour désenclaver certains territoires une vigilance particulièrement renforcée. La Commission est également particulièrement investie sur un sujet central pour nos concitoyens, la limitation des nuisances sonores aéroportuaires. La taxe sur les nuisances sonores aériennes, la TNSA, souffre d'un rendement en berne depuis la crise sanitaire. Or, le niveau de nuisance ne diminue pas vraiment. Que vous soyez réveillé par 2 ou 3 avions ou par 5 ou 6, vous êtes réveillé. Pour rattraper le retard pris, non pas dans le sommeil, mais dans les travaux d'isolation phonique des bâtiments, un abondement budgétaire conséquent est nécessaire et a priori, sauf erreur, j'allais dire sauf erreur souhaitable de ma part, il n'est pas prévu. Ai-je raté une ligne budgétaire dans la lecture ou est-ce un oubli délibéré ou non de votre part? C'était ma quatrième question. J'en viens maintenant à la situation de la DGAC. Je tiens à saluer l'ambition concernant la trajectoire de désendettement et naturellement la Commission veillera à ce qu'elle soit bien tenue sans pour autant obérer les nécessaires investissements de modernisation. Néanmoins, je m'inquiète du risque de dérapage des dépenses du personnel. Permettez-moi d'être direct dans ma cinquième question. Quel est le coût de l'accord de trêve olympique négocié avec le principal syndicat des contrôleurs aériens et la DGAC en septembre dernier? Ou pour le dire autrement et encore plus directement, quel est le coût de cette paix négociée? Enfin et pour conclure, Monsieur le ministre, permettez au sénateur de la Somme que je suis de vous poser une dernière question sur le projet du barreau Roissy-Picardie, la fameuse ligne ferroviaire de 6,5 km entre Weimar et Marly-la-Ville dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, le projet fait face à une forte augmentation de son coût. On évoque la signature d'un accord européen pour boucler le financement à la fin de l'année 2026, pour boucler le budget d'un projet qui est passé de 350 millions d'euros en 2017 à 570 millions d'euros aujourd'hui. Confirmez-vous cette information? C'était ma sixième et ma dernière question, Monsieur le ministre. Merci. Pour les questions concernant les territoires proprement dit, vous pourrez les poser, mais je ne suis pas sûr que le ministre pourra répondre à tout, donc je vais avec lui, il vous les répondra aussi par courrier. La parole est au rapporteur Hervé Gillet. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je souhaite pour ma part vous interroger sur 4 points, donc relatifs au PLF et consacrés au transport routier et plus particulièrement aussi à l'actualité de ce secteur. Le premier concerne les zones à faible émission de mobilité. L'article 26 du PLF pour 2024 prévoit la rétrocession du produit des amendes prononcées en ZFE-M aux collectivités territoriales. Et donc à ce sujet, où en est le développement de l'outil de lecture automatisée des plaques d'immatriculation, l'API, dont le déploiement accuse déjà plusieurs années de retard? La nouvelle échéance du deuxième semestre 2024 sera-t-elle respectée? S'agissant de l'acquisition du dispositif, sera-t-elle entièrement à charge des collectivités territoriales ou un soutien financier est-il à l'étude? D'autre part, Madame Barbara Pompili a rendu il y a quelques jours son rapport sur l'acceptabilité des zones à faible émission qui recommande notamment de les inscrire dans une politique globale de mobilité afin de développer les alternatives à l'usage individuel de la voiture. Dans cet objectif, il me semble indispensable de renforcer l'interopérabilité des titres de transport. La billettique peut en effet être un levier efficace pour encourager cette intermodalité et tendre vers des mobilités sans couture à l'échelle des bassins de vie. Identifiez-vous des pistes pour encourager le développement de systèmes billettiques interopérables au niveau local, intégrant l'ensemble des services de transport alternatifs à l'autosolisme et en articulant les offres de transport relevant des différentes autorités organisatrices de la mobilité? Le deuxième point concerne les aides à l'acquisition de véhicules propres pour les usagers, et plus particulièrement le leasing social, qui doit permettre aux ménages les plus modestes de louer un véhicule électrique pour 100 € par mois. Les documents budgétaires indiquent que ce dispositif, annoncé depuis le printemps 2022 par le gouvernement, entrera en vigueur au 1er janvier 2024. Or, en dépit de l'imminence de cette échéance, les paramètres et modalités de mise en œuvre du dispositif n'ont toujours pas été clarifiés. Pouvez-vous nous indiquer quelles seront les règles d'éligibilité au leasing social et notamment si des critères particuliers seront mis en place pour tenir compte de la proximité d'une ZFE? En complément, où en est-on de la mise en œuvre de l'expérimentation sur le prêt à taux zéro, sur l'acquisition de véhicules peu polluants pour les personnes travaillant ou résidant en ZFE introduit dans la loi Climat et Résilience à l'initiative de notre commission? J'en viens à présent à quelques questions relatives aux infrastructures de transport routier.
Alors, troisième point, je souhaiterais à mon tour vous interroger sur l'article 15 du projet de loi de finances pour 2024 qui porte création d'une taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport longue distance. Il est prévu d'affecter le produit de cette taxe qui pourrait représenter 600 millions d'euros pour la première année à l'AFIT, ce dont on peut a priori que se réjouir, tant l'AFIT constitue un levier de report modal au bénéfice des modes massifiés. Ceci étant, la mise en œuvre de cette nouvelle taxe inspire plusieurs questions. D'une part, comment, d'après vous, peut-on concrètement garantir que cette taxe ne sera pas répercutée sur les usagers des autoroutes qui ont déjà subi d'importantes augmentations de péage ces dernières années et dans un contexte, vous le savez, très contraint? D'autre part, je souhaiterais évoquer avec vous les propos de plusieurs dirigeants des sociétés concessionnaires qui ont indiqué publiquement leur intention d'aller au contentieux au cas de la mise en place de cette taxe. Ces derniers considèrent qu'elle n'est pas conforme à la clause de neutralisation fiscale prévue par les contrats de concession. Ces déclarations sont de nature à nous inquiéter quand même sur la solidité juridique, même si vous avez apporté déjà des premiers éléments de réponse sur ce sujet. Au-delà de ces questions relatives à la contribution du secteur autoroutier au financement du système de transport, je souhaiterais vous interroger sur le financement des mobilités en zone peu dense. Nous nous réjouissons de la création de l'article 27 bis qui porte relèvement du taux plafond du versement mobilité de 0,25 points à Paris et dans les 3 départements de la Petite Couronne. Pour autant, cela ne règle pas la question plus profonde du financement des mobilités dans les zones les moins denses qui ne bénéficient pas d'une base fiscale suffisante pour ne serait-ce que lever le versement mobilité et qui sont, plus que les zones urbaines, des zones dans lesquelles la dépendance à l'automobile est la plus forte. Comment voyez-vous les choses, donc, Monsieur le Ministre? Comment soutenir ces territoires dans leur marche vers des transports moins carbonés? Et enfin, pour finir, me faisant le relais de mon collègue Monsieur Olivier Jacquin, la transition écologique et le déploiement des ZFE nécessitent d'augmenter considérablement les moyens financiers dédiés au transport collectif. Le GARD demande une concertation nationale sur le versement mobilité. Êtes-vous prêt à vous y engager sans tabou afin de revoir l'ensemble des paramètres? Je pense ici au seuil d'assujettissement, la liberté de fixer les plafonds localement selon les besoins et les investissements, aux solutions alternatives quand les territoires sont dépourvus de bases adéquates, comme je viens de l'évoquer. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose de répondre à nos 3 rapporteurs et puis après, je vais donner la parole à nos autres collègues. Je signale que le ministre doit partir vers 17h30 et que nous avons encore 12 interventions. C'est vrai que la mienne soit donc efficace, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Tabarot, sur le plan d'avenir pour les transports, en effet présenté par la Première ministre le 24 février, ça renvoie à la question du support que nous voulons avoir pour donner la plus grande visibilité. Vous aurez compris mon intérêt, je crois qu'il est partagé, même s'il peut y avoir ensuite sur le contenu différentes approches, pour une loi de programmation. Ce n'est pas une annonce, c'est une hypothèse de travail sur laquelle, encore une fois, je termine la concertation des différents groupes politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Mais j'insiste, d'abord, le scénario de planification écologique servira, quoi qu'il arrive, de référence au gouvernement. Vous connaissez bien ce scénario, puisqu'il prévoit, c'est le 2e scénario du COI, cette somme importante que j'ai évoquée, entre 25 et 30 millions d'euros en crédit de paiement d'investissement sur la période 2023-2027. Et c'est bien dans ce cadre-là et sur cette trajectoire-là que se fonde le projet de loi de finances pour 2024, même si évidemment, par nature, il ne donne pas la trajectoire pluriannuelle en lui-même. J'insiste aussi sur le fait que plusieurs briques de ce mur, non pas le mur d'investissement auquel on se confronte, mais du mur que nous construisons pour investir davantage, justement, plusieurs éléments ont été enclenchés depuis le mois de février, pluriannuels et importants. Je pense à la nouvelle génération de CPER. J'insiste, le montant annuel tel qu'il ressort des mandats que j'ai adressés avec le Premier ministre au préfet, pour la part de l'État, c'est 50% de plus que dans la génération précédente. La négociation est en cours, peut-être que ce sera encore un peu davantage, mais c'est un effort d'investissement qui traduit cette priorité d'investissement général supérieur, renforcé, et notamment pour le ferroviaire et transport collectif, c'est 2/3, même 70% pour être précis, des mandats qui ont été confiés aux préfets de région partout en France. Nous avons lancé, avec le cadre juridique voté ici même il y a quelques jours, la question et le chantier des Serm, avec encore une fois une première étape de financement qui est intégrée dans les CPER, et l'autre qui ne peut pas encore être définie, non pas parce que je chercherai à la cacher, l'occulter, l'éviter, mais parce qu'elle sera le résultat des projets que soumettront les collectivités locales. Certains sont très avancés, je pense au projet lillois, certains le sont moins en termes d'investissement et de financement, mais une fois la loi votée, je l'espère le plus rapidement possible, il y aura un délai.
je l'indiquerai publiquement, donner de quelques mois aux collectivités, régions et métropoles principalement, pour soumettre leurs projets, valider si la loi reste en l'état par le ministre chargé des Transports, et ensuite le financement se fait, sans doute d'abord des études, puis des premiers travaux. Les crédits sont mobilisables d'abord dans les CPER, et ensuite on aura, je ne sais pas quelle modalité ça prendra, vous avez évoqué des conférences de financement, j'y suis ouvert, de manière globale et de manière spécifique, une étape de négociation financière. Sur la régénération du réseau ferroviaire, on s'est fixé un objectif qui est très clair, monter de 3 milliards d'euros à 4,5 milliards d'euros annuels entre maintenant, cette année 2023 et 2027. Une première marche qui correspond à cette trajectoire est franchie avec le PLF 2024, même si cet effort, dans un premier temps, sera une sorte de non-dividende perçu par l'État depuis la SNCF et d'investissement interne au groupe SNCF. Pour la suite, je ne sais pas s'il fait de l'unanimité contre lui, je trouve qu'il a le mérite de renforcer certains moyens et d'exister sur 10 ans. Le contrat de performance devra être actualisé. Pour traduire, c'est très clair, ce montant de régénération et de modernisation supplémentaire dans notre réseau ferroviaire. C'est aussi un outil pluriannuel. J'ai conscience que le secteur des transports étant complexe par la diversité des outils budgétaires et, c'est assez heureux, la décentralisation des compétences, qui fait qu'il y a toujours plusieurs acteurs sur un sujet, les outils sont nombreux, CPER, services express régionaux métropolitains, contrat de performance pour le réseau, mais mis bout à bout, ils tracent cette ambition et ils traduisent concrètement cette ambition du plan d'avenir pour les transports. Et je souhaite, comme vous, qu'on puisse donner cette image globale le plus vite possible. Sur le projet du Lyon-Turin, je serai rapide, mais l'engagement est clair. Je crois qu'il a été clairement affirmé, aussi clairement affirmé pour la première fois sur le financement des accès par l'État. J'ai réengagé une discussion constructive, je dois le dire, avec le président Wauquiez sur le financement, notamment des études, des accès au Lyon-Turin. J'espère que cette discussion entre l'État et la région, mais il faut d'autres acteurs aussi, mais c'est principalement l'État et la région qui sont concernés, aboutira d'ici la fin de l'année 2023. On retient le scénario du grand gabarit, comme on le sait, ça c'était la première étape. Maintenant, il faut le financer. L'État est prêt à mettre jusqu'à 3 milliards d'euros, je l'ai dit. La région est prête à financer notamment la phase d'études en cofinancement avec nous. Donc, je pourrais, je pense, je l'espère vivement, vous donner le détail de ces financements dans les prochaines semaines. Sur VNF, très important, deux choses. Nous avons décidé avec Christophe Béchu, c'était d'ailleurs une des demandes du Sénat l'an dernier, que ce qu'on appelle pudiquement le schéma d'emploi soit mis à 0 cette année. Donc c'est en fait un gain d'emploi, puisque la modernisation et l'automatisation dégagent des effectifs. Normalement, VNF devait en quelque sorte les rendre et être compensé pour absorber cette transition par des contrats temporaires. Je vais faire simple, nous avons décidé que l'automatisation dégageait des emplois au sein de VNF que l'État ne lui demande pas de rendre cette année. Donc 0 effort sur les emplois à VNF. C'est un geste important qui montre la priorité que nous donnons au fluvial. Sur le COP lui-même, qui est un effort d'investissement important, d'environ 1 milliard d'euros, oui, il faut le réviser. C'est d'ailleurs prévu ainsi par le contrat lui-même, tous les 3 ans. Cette révision est engagée. Elle doit aboutir d'ici la fin de l'année. Et bien sûr, pour faire clair, nous allons rehausser la trajectoire conformément aux travaux du COI, tout en continuant de moderniser l'établissement public. Je veux rendre hommage en particulier à son directeur général, dont vous savez que puisqu'il a justement été remarquable, le président de la République a décidé de proposer au Sénat comme à l'Assemblée nationale sa nomination à une autre éminente fonction. C'était, je crois, attendu et je pense que c'est un grand serviteur de l'État qui en a les qualités. Sur les ports maritimes, l'électrification en particulier, c'est essentiel, une obligation européenne qui a été fixée à 2030, vous l'avez dit, pour tous les ports du réseau transeuropéen. On a en effet mobilisé 175 millions d'euros dans le cadre du plan de relance, 115 millions d'euros dans les CPER en cours de négociation, donc peut-être un peu plus en fonction de la négociation, mais enfin c'est un montant quasiment équivalent, donc important pour continuer cet effort d'investissement dans l'électrification en complément de ce que feront les collectivités locales, en incluant ce que feront les collectivités locales, et parfois sont mobilisés d'autres crédits. Je pense par exemple au port de Marseille-Fos, où le fonds vert est utilisé pour augmenter l'effort de l'État en complément de ce que fait en particulier la région et la ville. Et puis, nous serons même sans doute en avance, je pense notamment à Marseille-Fos, qui est un des ports les plus avancés en France sur l'électrification à quai. Nous serons, je le crois, en avance sur les obligations européennes, sans doute dès 2027, c'est ce qu'a évoqué le président de la République dans sa dernière visite à Marseille, pour le port de Marseille et sans doute pour les autres grands ports français, notamment Le Havre ou Dunkerque. Sur les lignes aériennes, c'est comme sur les autoroutes, quand on se fait accuser de toutes parts, c'est sans doute qu'on est dans le juste
milieu. Donc on nous reproche de fermer des lignes, on nous reproche de ne pas en fermer. Ce n'est pas une décision de l'État. Air France est une entreprise dont l'État est actionnaire, mais pas actionnaire majoritaire. Je vais être très direct avec vous. Je regrette la méthode qui a été trop rapide et qui aurait mérité une discussion approfondie avec les élus concernés, de la Côte d'Azur ou d'ailleurs, puisque la ville de Toulouse est concernée par exemple. Vous l'avez cité implicitement, à la fois la liaison pour Marseille et pour Nice. Mais c'est une étape de travail qu'Air France a annoncée. J'insiste sur ce point. J'ai demandé, et la direction d'Air France y est très engagée, à ce qu'il y ait une discussion avec les élus locaux. D'ailleurs, Renaud Muselier, Carole Delga, plusieurs autres, Christian Estrosi l'ont indiqué, pour que la desserte, puisque c'est ça qui compte le plus, soit assurée au bon niveau, y compris au-delà de 2026, qui est l'horizon du plan annoncé par Air France, via notamment Transavia. Donc c'est une discussion qui commence. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Et l'entreprise est attachée, les élus plus encore, et c'est légitime, à la qualité d'une desserte économiquement indispensable, touristiquement indispensable vers Paris. Je suivrai ces travaux de très près. Vous avez sans doute vu les communiqués récents, notamment du président Muselier, qui montrent que ce travail de concertation, il aurait peut-être dû être fait différemment, se traduit aujourd'hui par des réunions dans les prochains jours. Monsieur le sénateur Demy, je vais essayer d'être rapide sur vos 6 questions, mais complets, sur les carburants durables. Priorité essentiel, je l'ai dit moi-même depuis de longs mois, parce que c'est une filière qui va devenir stratégique, et on ne peut pas, là aussi j'essaie d'être cohérent, demander des efforts à l'aviation si on ne soutient pas, y compris par des aides publiques, je l'assume, sa stratégie de décarbonation. Ce sont les aides du CORAC, 300 millions par an, et ce sont les 200 millions d'euros annoncés par le président de la République au Bourget pour financer des sites et des investissements sur des sites de carburants durables. Nous devrons, pour être très clair avec sur votre question relative à la tire verte, mettre en adéquation le système européen et le système national. Nous avons été pionniers, tant mieux, pour obliger à des incorporations, à des mandats d'incorporation dans les avions de ces carburants durables. Désormais, il y a une règle européenne qui va plus loin en durée et en ambition. Et donc, il faudra évidemment qu'on n'impose pas à nos compagnies d'avoir 2 systèmes contradictoires ou 2 systèmes différents. Ce sera le système européen qui va être retenu. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles nous devrons adapter encore l'année prochaine le système de la tire verte. Mais les compagnies le savent, je le dis très clairement, les aéroports le savent. C'est le système issu du texte dit Refuel EU, qui sera appliqué et nous n'aurons pas 2 cadres juridiques différents. Il faudra donc adapter le cadre national. Sur la taxe sur les infrastructures et sa partie concernant les aéroports. C'est un débat légitime, savoir s'il y a des seuils ou pas. Il y a des avantages et des inconvénients, je vais être tout à fait honnête. Si vous avez des seuils trop bas pour les infrastructures en général, qu'elles soient autoroutières, routières ou aéroportuaires, vous mettez à contribution les aéroports régionaux, par exemple, qui ont moins de capacité contributive et seraient posés parfois d'autres problèmes d'emploi, d'attractivité économique, de desserte de certains territoires aussi. Donc le choix a été fait par le gouvernement de proposer au Parlement effectivement une taxe assortie d'un seuil. Je souhaite, pour qu'on donne de la visibilité, qu'on ne touche pas ce seuil. Le Parlement décidera souverainement, mais nous regarderons l'effet qu'il a évidemment dans les années qui viennent. Bon. Donc je sais, Air France l'a dit par exemple, que ça peut bénéficier du coup, de facto, à certaines compagnies dites low cost qui opèrent plutôt dans les aéroports régionaux, moins dans les aéroports directement concernés par la taxe. Mais nous serons vigilants à ces effets de compétitivité relative. Je suis un défenseur du pavillon français et donc on regardera évidemment les effets de la taxe. Mais je pense que c'est important aussi de prendre en compte le fait que s'il n'y avait pas de seuil, beaucoup d'infrastructures, y compris d'ailleurs hors aéroport et autoroutes, peut-être des ports, etc., seraient mises à contribution, ce qui pose, à mon avis, des difficultés bien plus grandes. Bon. Et je me félicite d'ailleurs qu'au total, notamment grâce au soutien de l'État, la compétitivité d'Air France, des résultats le montrent récemment, s'est rétablie. Sur l'aviation d'affaires, je vais être très clair, je l'ai dit publiquement à l'Assemblée nationale, donc je ne vais pas tricher avec les comptes rendus. Au mois d'avril, je souhaite qu'on puisse compléter la taxe qui a été portée l'an dernier dans le PLF, la loi de finances, sur les avions détenus en propre, par une taxe équivalente, d'effet équivalent sur les avions qui sont loués. Cela n'a pas été retenu dans un débat écourté à l'Assemblée nationale. Nous aurons sans doute l'occasion d'en rediscuter, mais je ne vais pas vous cacher ma position, puisque je l'ai exprimée, je crois, le 6 avril à l'Assemblée nationale. Sur la TNSA, autre contribution très différente, oui, il y a un sujet, il faut remettre à plat ce financement, parce que nous aurons besoin de plus
de continuer nos financements pour renforcer la lutte contre les nuisances aéroportuaires, c'est clair. Est-ce qu'il faut le faire immédiatement? Est-ce qu'il faut ouvrir un chantier que le Parlement d'ailleurs pourrait conduire pour regarder comment on fait vivre cette taxe dans la durée? J'y suis ouvert, mais vous avez raison de pointer du doigt le fait qu'on a, post-Covid, aujourd'hui une difficulté de délai de financement des travaux contre les nuisances aéroportuaires. Sur l'accord dit de trêve olympique dans le secteur du contrôle aérien, je vais vous dire, moi j'ai une grande fierté de cet accord, que je ne considère pas être ni une rançon, ni un racket, ni un accord masqué. D'abord, les syndicats eux-mêmes qui l'ont signé ont rendu public une partie de cet accord. Je ne vais pas donner un chiffre aujourd'hui parce qu'il y a encore des négociations sociales dans le secteur. Mais je vais le dire, notamment un des syndicats majoritaires a été toujours très responsable ces derniers mois. Et je veux saluer ce courage-là. Et l'accord qui est signé est un accord extrêmement raisonnable et responsable qui permet de tenir compte des effets d'évolution de la rémunération, de l'inflation, etc., qui est une négociation sociale comme dans tout secteur, cela ne me choque pas, et de prendre une responsabilité collective pour que, quand nous accueillerons les Jeux olympiques et paralympiques, notamment, la France ne donne pas l'image d'un pays où ses aéroports seraient bloqués. Je pense que personne ne peut le comprendre, et je préfère qu'on les négocie de manière anticipée, plutôt qu'en quelque sorte collectivement dos au mur, à quelques jours d'un grand événement international. Je pense que les conditions n'auraient pas été collectivement les mêmes. Donc cet accord, moi, j'ai aucun problème à tenir régulièrement au courant le Sénat des discussions sociales qui sont en cours, mais il est important, puissant, équilibré, et je pense qu'on devrait s'en réjouir. Je note que de la même façon, en responsabilité, avec du courage, le Sénat l'a eu il y a quelques mois, nous faisons voter des propositions de loi. Vous votez des propositions de loi qui réforment aussi le contrôle aérien, tout en respectant le droit de grève. C'était la proposition de loi du sénateur Capo-Canelas qui va être prochainement discutée à l'Assemblée nationale. Donc, regardons l'image d'ensemble. C'est un secteur qui fait des efforts, qui se modernise, dont les salariés, les agents assurent cette modernisation et dans lequel on assume un dialogue social qui a longtemps pas bien avancé et qui aujourd'hui est de bonne qualité. Sur le projet Roissy-Picardie, même si Monsieur le Président m'a invité à être bref sur les projets spécifiques, j'insiste, il est très important, je le redis, il faut qu'on trouve une solution de financement des surcoûts. Nous n'avons pas eu de financement européen cette fois-ci, mais il faut qu'on trouve une solution de financement indépendamment des, j'espère, bonnes nouvelles qui arriveront de financement européen ultérieurement. Autrement dit, nous sommes en train de discuter, j'ai mandaté à cet égard le préfet de région pour trouver une solution de financement collectif. L'État y prendra évidemment une part importante du projet Roissy-Picardie, dont il est hors de question de ne pas assurer le déploiement dans les temps prévus. Je ne peux pas être plus clair. Dernier point, pour répondre, dernier point au pluriel pour vous répondre, Monsieur le Sénateur Gillet. Sur les lectures de plaques automatisées, oui, avec Christophe Béchu, nous avons fait, si je puis dire, la vérité des prix et lancé enfin le marché quand nous sommes arrivés l'an dernier. Donc l'horizon de 2024 demeure. On tiendra au courant de son déploiement. Sur l'interopérabilité des titres de transport, oui, même 3 fois oui, c'est l'expérimentation, puis la généralisation, je l'espère, du titre unique que je porte depuis le mois de février dernier. Et plusieurs collectivités, régions et métropoles sont volontaires pour expérimenter dès l'an prochain cette interopérabilité, ce titre unique de transport qu'il faudra ensuite roder et, je l'espère, généraliser dans les 2 ans qui viennent. Sur le leasing social, il est porté, ces crédits sont portés par le programme 174. La ministre Agnès Pannier-Runacher en est aussi la garante. Pour être très clair, on donnera le détail des paramètres dans les toutes prochaines semaines, puisqu'il faut que la réservation soit ouverte avant la fin de l'année, pour que les premiers véhicules soient disponibles en 2024. Je vais être très clair sur certains points. On a fait le choix assumé qu'il y a un critère environnemental. Pour le dire directement, ce sont plutôt des véhicules qui seront produits à proximité, France et Europe, qui seront éligibles au dispositif. Ce qui fait aussi, et c'est assumé pour des raisons de souveraineté, que nous n'aurons pas un nombre qui se comptera en centaines de milliers de véhicules dès la première année. Ce sera plutôt en dizaines de milliers et ce sera un petit volume de véhicules la première année, parce que nous assumons que ce soit des véhicules des constructeurs français et européens, pour le dire rapidement. Je pense que c'est mieux de le faire ainsi. Personne ne comprendrait qu'on fasse, comme pour le bonus écologique, une subvention massive d'industrie très lointaine et pas très environnementale. Donc c'est un dispositif qui montera en puissance progressivement. Est-ce que du coup il faut cibler, territorialiser la première année? C'est une discussion que nous avons et que nous n'avons pas encore complètement tranchée. Je suis ouvert, même favorable à ce qu'on assume complètement qu'il n'y ait pas des centaines de milliers de véhicules la première année. Le président de la République l'a dit d'ailleurs à l'issue du Conseil de planification écologique, plutôt des dizaines de milliers.
mais qu'on donne à certains territoires peut-être un avantage sur d'autres pour commencer à entrer dans le dispositif, le faire fonctionner en 2024 et l'étendre progressivement en 2025, 26 et 27, en tenant notre objectif de 100 000 véhicules éligibles à ce dispositif d'ici la fin de la législature. Et il y aura, je le dis aussi, des véhicules qui seront à moins de 100 €. C'est important aussi. Il y aura des véhicules qui seront disponibles à moins de 100 €. Donc c'est un dispositif qui sera très attractif. La taxe, je ne peux pas le dire là plus clairement, enfin si, je vais le dire encore plus clairement, la taxe sur les infrastructures n'augmente pas les péages. Il y a des règles relatives aux péages. Séparément, la taxe n'augmente pas les péages. Et moi, j'ai une conception peut-être un peu vieux jeu des choses. On peut avoir des débats sur les avis juridiques des uns ou des autres. On peut aller au contentieux. C'est un état de droit, encore une fois, que le nôtre. Enfin, c'est le gouvernement qui prépare les propositions de taxes ou les projets, et c'est le Parlement qui les vote, pas les assujettis. Bon, conception peut-être un peu classique, mais je pense que c'est mieux si on se dit les choses comme ça. Après, il peut y avoir des débats, des opinions personnelles, des auditions où chacun défend sa position. Mais je préfère qu'on le dise comme ça. Sur les zones peu denses, vous avez raison, et le versement mobilité, qui est un autre débat, n'y pourvoirait pas compte tenu du potentiel fiscal et des limites que vous avez évoquées, mais d'autres solutions existent. J'en cite une parce qu'elle est importante, c'est ce que nous avons déployé avec Dominique Faure ces dernières semaines, dans le cadre du plan France Ruralité, 90 millions € de crédits spécifiques pour financer, cofinancer, soutenir en ingénierie ou en déploiement des solutions de mobilité rurale développées par les intercommunalités. Ça peut être de l'autopartage, ça peut être un déploiement d'infrastructures type borne électrique pour encourager des communes ou des intercos qui ont moins de moyens à le faire. Sur la question de M. Jacquin que vous relayez, je l'oublie, pardon, c'était la concertation nationale ? Ah, pardon, la proposition du GART. Oui, alors moi j'y suis ouvert, j'essaye là aussi de ne pas tenir de double discours. Je suis sollicité par l'Assemblée des départements de France pour de grandes assises du financement des mobilités, pardon si j'écorche le nom proposé, par Région de France. J'étais au congrès à Saint-Malo pour à peu près le même exercice, et puis par le GART. Bon, pour être clair, oui, il faut se poser la question, notamment dans le cadre des SERM, mais pas que, du financement des mobilités. Ce n'est pas que la question du versement mobilité, ce n'est pas qu'une question francilienne, vous avez raison, c'est une vraie question. Monsieur le sénateur Tabarot a poussé, avec le soutien de plusieurs collègues, une majorité par définition, puisque ça a été voté, une question de conférence de financement. Je ne sais pas ce qui sera retenu par la commission mixte paritaire, mais en tout cas qu'il y ait ce travail sur le financement des SERM et des transports publics, j'y suis ouvert. Je préfère qu'on ne multiplie pas les assises dans une enceinte ou dans l'autre, mais en tout cas que l'État assume cette discussion avec les collectivités, globalement, oui, dans les prochains mois. Merci. Pour que tout le monde puisse poser ses questions, comme il y a 12 interventions, on pose la question directement, que ça dure sur 1 minute pour que le ministre puisse répondre, parce que si vous posez la question et que vous n'avez pas de réponse, c'est ennuyeux. Je vais donner la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez fait part de votre engagement pour les transports du quotidien avec la part importante pour le ferroviaire. Moi, je voudrais vous alerter sur la nécessité de préserver et d'augmenter la desserte en TGV pour le Grand Ouest et particulièrement pour mon département de la Mayenne. En effet, ce TGV est très fréquenté, les trains sont complets. Donc, est-ce que le gouvernement va s'engager pour soutenir une augmentation de la desserte du Grand Ouest, surtout dans un contexte où on a des dysfonctionnements avec les TER? Alors là aussi, la région des Pays de la Loire va investir et annoncer la commande de nouvelles rames, une trentaine. Est-ce que le gouvernement va soutenir la région des Pays de la Loire dans cet investissement? Cette même région qui a subi l'abandon du projet Notre-Dame-des-Landes, donc il y avait eu le contrat d'avenir signé il y a un peu plus de 4 ans, qui aujourd'hui les engagements n'ont pas été tenus, notamment concernant le réaménagement de l'aéroport. Donc qu'en est-il de votre engagement pour le Grand Ouest, Monsieur le Ministre? Et dernier point, très rapidement, siégeant au Conseil national de l'air, la qualité de l'air dans les transports souterrains parisiens est importante. La RATP s'est engagée sur le sujet. L'Europe est également mobilisée pour améliorer et augmenter les ambitions en la matière. Donc, quel accompagnement l'État est prêt à apporter à la RATP d'une façon générale sur ces objectifs de qualité de l'air dans les transports du quotidien? Merci. Ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la desserte du Grand Ouest, oui, il y a des progrès à faire, notamment, je pense, sur la desserte grande vitesse, où il y a une
un problème de fiabilité, notamment depuis le début de l'année 2023. Ça m'a été beaucoup dit par les élus lors de mon dernier déplacement à Nantes, mais de manière plus générale. Donc j'ai engagé ce travail avec la SNCF pour comprendre ce qui a créé ces dysfonctionnements. Peut-être c'est une mauvaise programmation des travaux, etc. Donc là, il y a des sujets conjoncturels à traiter. De manière générale, il faut conserver et améliorer cette desserte ferroviaire. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Je crois qu'on est à 18 allers-retours Paris-Nantes, 16 ou 18 aujourd'hui en grande vitesse. Il faut évidemment garder cette fréquence, elle est essentielle. Et puis, encore plus, si je puis dire, investir dans les mobilités en général avec la région Pays de la Loire, parce que, je le dis très clairement, l'État a une dette particulière envers la région. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire assumer et avancer sur l'aéroport. C'est ce que j'ai fait en allant à Nantes l'autre jour, en annonçant une nouvelle qui n'était pas une bonne nouvelle, que nous devions relancer la procédure, mais je préfère le dire et le faire et concerter avec les élus pour améliorer la nouvelle procédure en la lançant la plus rapidement possible plutôt que de tergiverser. J'ai assumé ce choix à Nantes devant l'ensemble des élus parlementaires, élus locaux il y a quelques semaines et j'ai pris l'engagement de retourner rapidement à Nantes. J'y retournerai dès la mi-novembre où je verrai de nouveau l'ensemble des élus concernés. Je pense et j'espère qu'à ce moment-là, nous pourrons aussi avoir abouti sur le contrat de plan État-région qui traduira, vous le verrez, je ne préjuge pas car il y a encore une discussion qu'on doit porter avec la présidente Morancet, sera un CPER qui traduira très concrètement, pas de manière éthérée comme un slogan, la priorité donnée aux mobilités dans la relation avec l'État pour la région Pays de la Loire. Ce sera un CPER, je crois, qui montrera cet engagement très fort pour les mobilités dans la région, notamment sur le ferroviaire. Sur la qualité de l'air, c'est un sujet qui ne concerne pas que le réseau parisien et francilien, mais évidemment, compte tenu de ses densités, c'est important. Et là, je veux remercier la région Île-de-France et Île-de-France Mobilité, qui a renforcé les moyens donnés à son opérateur, puisque c'est l'autorité organisatrice, à son opérateur principal et historique, pour déployer des ventilateurs, des moyens de filtration, des innovations, une transparence accrue aussi sur les mesures de qualité de l'air. Jean Castex et Valérie Pécresse l'ont annoncé il y a quelques semaines. Est-ce qu'il faut un plan d'État ? Je crois que ce n'est pas l'État de se substituer aux autorités organisatrices, mais il y a un point, par exemple, qui peut créer parfois des incompréhensions, voire des fantasmes, c'est qu'on n'a pas de référence sur ce qu'est une bonne qualité de l'air à l'intérieur d'un réseau type métro. Il n'y a pas de normes OMS, il n'y a pas de normes européennes. Donc je pense qu'on devrait avoir, notamment au niveau européen, des normes de référence, même si c'est difficile, pour mesurer concrètement ce dont on parle. Parce que sinon, on laisse prise à toutes les inquiétudes, voire, encore une fois, à tous les fantasmes. Je pense que ce n'est pas ça. Mais je le redis, parce que j'en prends l'occasion devant votre commission, il n'y a pas de risque à prendre les transports publics. Il ne faudrait pas que les efforts qu'il faut faire pour améliorer la qualité de l'air donnent cette impression. Il n'y a pas de risque à prendre les transports publics. Il y a un plan à la RATP qui est remarquable de suivi des agents de la RATP, de leur exposition aux risques sanitaires divers et variés, qui n'a pas du tout montré une prévalence de difficultés ou de maladies respiratoires. Donc c'est très important. Nos transports publics, à Paris comme ailleurs, sont un atout pour la santé et la décarbonation, pas une contrainte et pas un inconvénient. Mais ça ne nous empêche pas de progresser sur la qualité de l'air. L'autorité organisatrice et l'opérateur le font. Merci. Je donne la parole à Pascal Martin. Merci, Monsieur le Ministre. Une nouvelle fois, je souhaite vous interroger sur le projet de réalisation du contournement Est de Rouen. Cette infrastructure autoroutière est plus que jamais une nécessité pour Rouen et sa métropole de plus de 500 000 habitants et la région Normandie. Les conditions actuelles de circulation, vous le savez, au sein de l'aire métropolitaine sont intolérables, tant pour les habitants que pour les entreprises, occasionnant des nuisances de toutes sortes, dégradation de la qualité de vie, des problèmes de santé incontestables. Cela fait maintenant 51 ans que ce contournement est attendu. Tous les recours ont été purgés par le Conseil d'État, validant la DUP de 2020. En décembre 2021, le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, avait engagé la consultation en vue de la mise en concession pour, je le cite, engager très concrètement ce projet. Le président de la République, lors de sa venue à Rouen, a confirmé son engagement sur la réalisation de cette infrastructure. Enfin, ce projet a été réaffirmé dans le 3e rapport du Conseil d'orientation des infrastructures en février 2023. De leur côté, les collectivités régionales et départementales se sont engagées financièrement à hauteur de 245 millions d'euros. Enfin, l'impérieuse nécessité de ce projet s'est traduite par un courrier adressé à la Première ministre le 20 septembre dernier, co-signé par plus de 1000 élus locaux et acteurs économiques concernés. Aussi, Monsieur le Ministre, ma question sera simple. Quand l'État, maître d'ouvrage de ce projet, va-t-il concrètement et définitivement s'engager sur ce projet de contournement Est de Rouen ? Je vous remercie.
Je vais donner la parole à Jacques Fernic parce qu'on va essayer d'enchaîner quelques... Parce que sinon, oui, on s'en sortira merci pas. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Oui, effectivement, il y a une augmentation notable qui se poursuit. Toute ma question, c'est de savoir si cette augmentation décline de façon lisible l'engagement dans le scénario de planification écologique retenu. Certes, il y a des signaux, CPER, nouvelles taxes, la part des mobilités durables, on l'a dit. Pour autant, est-ce qu'on est vraiment dans le premier acte de l'avancée dans la planification écologique? Vous dites qu'à l'avenir, il y aura beaucoup moins de projets routiers, c'est ce que vous avez dit à l'Assemblée nationale, mais là, 69, et puis surtout si je regarde ligne par ligne, je ne parle pas des CPER qui restent de l'hypothèse, tout ce qui concerne le routier garde son importance, voire augmente. Au total, les crédits destinés à la route et consacrés aux infrastructures routières sont globalement stables en euros constants, donc pas de net changement de ce côté-là. Pour le rail, on n'a pas le début construit des éléments tangibles basculant dans le plan de 100 milliards, mais déjà dans les 25-30 milliards d'ici 2027. En février, la Première ministre nous annonçait que la déclinaison opérationnelle du plan d'avenir serait construite d'ici l'été. Manifestement, on n'y est pas encore. Les 300 millions, on a vu, c'est de l'abondement supplémentaire du fonds de concours du groupe SNCF. Donc, au regard de la planification écologique qu'a engagée, n'est-ce pas plutôt en fait un budget d'attente? Notre remarquable rapporteur a parlé de progression de petits pas, en manque d'arbitrage déterminant nécessaire à la loi de programmation pluriannuelle, besoin des AOM pour financer les services intenses de leur SERM, la question du VM au-delà de Paris et la première couronne, les 5 milliards d'ici 2030 pour régénérer, moderniser le réseau, le déblocage des freins ferroviaires et actionner le pollueur-payeur significativement pour le kérosène notamment. Merci, la parole est à Éric Gold. Merci Président. Monsieur le Ministre, vous êtes venu à Clermont récemment pour les rencontres nationales du transport public et pour le comité de suivi de la ligne TET Paris-Clermont. Vous avez pu mesurer les fortes attentes des usagers de cette ligne, des attentes qui sont évidemment légitimes. Leur patience est trop souvent mise à rude épreuve, le temps de trajet ne progresse pas, il s'est même dégradé en quelques décennies et les incidents se répètent, irrégularités, suppression de trains, matériel inadapté et vieillissant. Clermont est aujourd'hui la seule ville chef-lieu de département à être aussi mal reliée à la capitale. Alors, le schéma directeur de la ligne porté par l'État et la SNCF Réseau prévoit d'importants travaux de remise à niveau et de modernisation de la voie ferrée pour près de 900 millions d'euros. D'autre part, le renouvellement des rames est prévu avec le matériel oxygène qui devait arriver fin 2023. On parle aujourd'hui d'une livraison largement différée. Alors, même si vous avez déjà abordé ces éléments dans vos différents propos, pouvez-vous m'apporter des éléments de calendrier précis et nous rassurer sur le budget et la disponibilité des crédits? Je vous remercie. La parole est à Jean-Claude Anglard. Merci, Monsieur le Président. Alors, ma première question va poursuivre celle de notre collègue Éric Gold, puisqu'il a parlé de Paris-Orléans-Clermont, pardon, et donc aller jusqu'à Rodez, puisque le train de nuit de Paris-Rodez est une vraie catastrophe. Et l'an passé, je vous avais posé la question, vous m'avez dit que vous étiez en train de regarder, notamment sur le renouvellement de matériel. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un calendrier pour poursuivre la question d'Éric Gold sur cette ligne Paris-Rodez, train de nuit notamment? Et mon deuxième sujet, c'est la route, c'est la RN 88. Entre Rodez, n'est-ce pas, et Sévérac-le-Château, le chaînon et Sévérac d'Aveyron, le chaînon manquant qui reste à compléter, puisque l'État vient de concéder à la fois à la région Occitanie et au département ce tronçon, et le département a pris l'engagement de réaliser les travaux. C'est un itinéraire particulièrement accidentogène. Encore la semaine passée, 2 décès, donc il y a à peu près 1 à 2 décès par semaine sur cette ancienne nationale qui doit être transformée, n'est-ce pas, en 2 fois 2 voies. Donc, je rappelle que la région s'est engagée, que le département, maître d'ouvrage, s'est engagé, et il ne reste plus que la participation de l'État. Et je sais que vous y travaillez. Est-ce que vous pouvez nous dire, par rapport au contrat de plan État-région, où vous en êtes? Merci. La parole est à Franck Dersin, puis après à Jean-Pierre Corbizet. Oui, Monsieur le Ministre, bon, la plupart de mes questions ont eu un commencement de réponse. Il m'en reste une. C'est sur le fret ferroviaire et la situation de SNCF Fret. Tout le monde sait ce qui se passe, les injonctions de l'Europe, le déficit des SNCF Fret. Comment voyez-vous la situation de SNCF Fret dans les mois à venir? Moi, ça m'importe beaucoup. J'ai 3 ports très importants qui utilisent le fret et j'ai besoin un peu de savoir comment les choses vont s'orienter. Merci. La parole est à Jean-Pierre Corbizet. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Il y a 1 an, le Président de la République a annoncé sa volonté de relancer les RER métropolitains, et volonté traduite par des premiers engagements financiers présentés lors du récent Conseil de la planification écologique.
Le projet de service express métropolitain de l'Étoile de Lille est inscrit dans ces financements et en tant qu'élu des Hauts-de-France, je ne peux que m'en féliciter. Il s'agit au-delà de la création d'une voie entre Lille et Hénin-Beaumont nécessaire pour désengorger les autoroutes et voies rapides reliant Lille au bassin minier, mais aussi de créer une nouvelle gare à Lille. L'enveloppe annoncée dans le cadre de la négociation du contrat de plan État-région est estimée à 700 millions d'euros de subventions de la part de l'État sur un projet qui va varier entre 7 et 9 milliards. Pouvez-vous effectivement nous confirmer que ce premier versement permettra de lancer les études préalables et les premiers investissements et que le ministère continuera à suivre ce projet dans le temps? Ma deuxième question est comme mon prédécesseur concernant le fret ferroviaire, puisque dans mon département, j'ai une plateforme multimodale, trimodale, Delta 3, qui est le terminus des trains de la soie qui vont de la Chine vers la France en passant par Berlin. Et malheureusement, lorsque les entreprises de mon secteur veulent utiliser le fret ferroviaire, d'office, on les renvoie vers Géodis, la filiale du transport routier de la SNCF. Comment pensez-vous intervenir afin d'inverser cette tendance et d'offrir le fret ferroviaire au plus grand nombre? Je vous remercie. La parole est à Gilbert-Luc Levinas et après à Marie-Claude Varias. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais revenir sur Lyon-Turin. Parce que l'avancement des travaux de cette liaison me semble difficile à cerner. En toute logique, les accès au tunnel devraient être livrés en même temps que le tunnel de base. C'est 2030. À l'évidence, on est loin de cette échéance. Dans votre réponse à mon collègue Philippe Tabarot, vous avez indiqué que le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes envisageait de participer au financement des études. Mais il y a mis, me semble-t-il, une condition, à moins qu'il l'ait levée, c'est que d'autres collectivités territoriales y participent. Je ne sais pas où on est les négociations, je pense, avec les départements. Et dans le même laps de temps, SNCF Réseau envisage de rénover, de moderniser la ligne historique Modane-Dijon. Or, il me semble avoir lu à un moment que le comité d'orientation des infrastructures aurait souhaité limiter l'accès à ce futur tunnel par cette liaison. Avouez qu'en termes de clarté, il y a besoin de précision. Merci. Ah, d'accord, c'est pas Marie-Claude Levinas, c'est très bien. Oui, Monsieur le Ministre, chers collègues. Oui, je vais faire le porte-parole aussi de Marie-Claude sur 2-3 sujets. Bon, on peut se féliciter évidemment de la centaine de milliards, qui sont peut-être 200 milliards. À la fin, on verra comment ça se passe, parce que c'est vrai que les montants seront tellement incroyables et puis le sujet est tellement inépuisable en termes de financement que je pense que ça ne s'arrêtera jamais. Ceci dit, ce qui est sur des nouveaux projets, sur des projets de développement, et ça c'est très intéressant. Par contre, moi je voudrais revenir sur la question de la rénovation des réseaux existants. Il y a quand même des SERM qui sont historiques et qui sont existants, qu'il va falloir peut-être remettre, en tout cas, beaucoup de moyens, ou continuer à mettre des moyens pour qu'ils fonctionnent mieux, ne serait-ce pour des questions d'électrification des réseaux sur des sillons qui, aujourd'hui, ne sont pas électrifiés, et comment développer le ferroviaire à des endroits où il n'y a pas tout à fait ce qu'il faut pour alimenter l'ensemble des motrices, notamment sur le secteur du Périgueux, pour penser à ma collègue Marie-Claude Verrias. Le plus gros CERN de France, pour le coup, c'est la région parisienne. Enfin, moi, je le pense comme ça, et je pense que j'ai intérêt à le penser comme ça. Et ce CERN existe. Il a besoin d'énormément de moyens pour le remettre à niveau. Et la question que moi, j'aimerais pouvoir poser, c'est où en est-on sur la remise à niveau du réseau RER transilien de la région Île-de-France? Parce que les calendriers n'ont cessé d'être repoussés d'année en année, à la fois sur le matériel roulant, à la fois sur les infrastructures, à la fois sur les systèmes de régulation. Donc la mise en place de Nexteo notamment. Et c'est vrai que ce travail qui est en effet la compétence d'Île-de-France Mobilité est un sujet éminemment, enfin même stratégique et d'envergure nationale, parce que le réseau est foutu de telle façon en France que tout est ramené sur Paris et qu'on pourra imaginer tout ce qu'on veut en termes de multimodalité sur le territoire national. À un moment donné, il faudra quand même passer, ne serait-ce que par les correspondances, enfin, en tout cas comme ça l'est aujourd'hui, passer par Paris. Donc c'est vrai qu'on peut travailler partout en France et je pense que c'est nécessaire, et il faut peut-être aussi créer des transversales pour éviter de se retrouver sur des nœuds qui sont compliqués à gérer. Mais la question des RER, la question de la façon dont ça passe sur Paris, aujourd'hui est un vrai sujet. Et on voit que CDG Express, par exemple, qui est porté par les financements publics et privés, va plus vite que la remise à niveau du RER B, du côté de Mitry, Charles de Gaulle et autres. Et je me fais aussi
un peu le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à Amiens-Creil-Roissy, qui est un très mauvais exemple. Moi, j'ai été maire de Fos, c'est la gare de Surveillé-Fos qui accueille une partie du débranchement. Et un travail avait été fait avec les élus pour choisir ensemble par où passerait justement ce réseau. Et ce qui a été proposé par les élus, c'est pas ce qui a été retenu à la fin par SNCF Réseau. Et à partir de là, on voit bien que c'est dommage, parce que ce principe de raccordement est très intéressant et très important. Et c'est dommage d'avoir construit de l'échec en termes de collaboration sur un sujet aussi important. Merci. La parole est à Chevalier. Oui, Monsieur le Ministre, on assiste aujourd'hui à un fort développement du trafic et notamment du fret aérien qui entraîne l'extension d'infrastructures et notamment la création de nouvelles pistes qui vont, à mon sens, à l'encontre de la consommation du foncier et de la politique environnementale menée par le gouvernement. En revanche, il existe des solutions possibles à proximité et en province notamment qui pourraient venir soutenir, voire seconder, notamment les plateformes parisiennes. Parmi ces solutions, vous avez été sollicité, c'est l'aéroport de Vatry qui présente de nombreux avantages, dont celui d'être situé à moins de 150 km de la capitale. Il possède l'une des pistes d'atterrissage les plus longues d'Europe avec une plateforme pouvant traiter jusqu'à 200 000 tonnes de fret par an et accueillir tout type d'avion, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, dans un environnement qui permet une limitation des nuisances pour les riverains. Je rappelle que Vatry est maintenu financièrement à bout de bras par les collectivités territoriales et qu'elles ne peuvent pas faire plus. D'ailleurs, au début de l'année, le président du conseil départemental évoquait même la mise en vente de l'aéroport à des opérateurs chinois fortement intéressés. Alors, ma question, Monsieur le Ministre, c'est tandis que Vatry aura besoin du soutien de la part de l'État pour rester national et prendre une plus grande part, à mon sens, dans le traitement du fret aérien français, l'État doit trouver des solutions pour réinternaliser les flux de fret en France pour permettre de réduire l'impact carbone et favoriser les effets positifs sur la stratégie nationale bas carbone de la France. Quelle est votre position sur ce sujet et notamment sur l'aéroport de Vatry? Je vous remercie. Merci. La parole est à Fabien Genet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Quelques interrogations concernant la Saône-et-Loire et la Bourgogne du Sud pour continuer ce tour de France des projets. Je voudrais évoquer tout d'abord l'axe Moulins sur Allier Parelmonial-Lyon, qui est un axe majeur pour connecter la Bourgogne du Sud-Ouest à la plaque métropolitaine lyonnaise. Cette liaison bénéficie d'une vraie mobilisation des 5 intercommunalités irriguées par cet axe, que ce soit en Saône-et-Loire ou dans le Rhône. Il est vraiment question d'aménagement du territoire avec le desserrement de la métropole lyonnaise et le nombre de métropolitains qui viennent habiter désormais en Bourgogne du Sud. Mais le constat est sans appel, sous-utilisation du matériel roulant, pas d'aller-retour Lyon-Parelmonial possible dans la seule journée, ligne classée parmi les plus faibles taux d'irrégularité, les plus forts taux d'irrégularité. Donc ce sont des forts éléments de dissuasion à prendre le train. L'an dernier, vous m'aviez dit qu'une rénovation était prévue en 2025 et que des études étaient en cours, qu'une négociation budgétaire était nécessaire avec les régions Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne m'échappe pas que nous ne sommes pas encore en 2025, mais tout de même, j'aimerais savoir si le dossier avance parce qu'il est attendu sur le terrain et en particulier si les travaux d'urgence qui sont absolument nécessaires dès 2024 entre Saint-Aignan et Gilly-sur-Loire dans mon canton vont pouvoir être réalisés. Et une autre question, rapidement, sur la liaison entre Étang-sur-Arroux et Autun. Autun, ville sous-préfecture, sœur de Rome il y a 2000 ans, porte d'entrée du Morvan. La liaison Étang-Autun a été neutralisée en mars 2020 à la faveur de travaux puis jamais réouverte. On parle aujourd'hui d'une expérimentation d'une navette flexi, navette autonome. Et je me devais de vous en parler, Monsieur le Ministre, puisqu'on nous dit que cette navette serait capable de rouler en même temps sur la route et sur le rail. Et donc, j'aimerais savoir ce qu'il en est de cette innovation du en même temps. Est-ce qu'elle a votre soutien et est-ce qu'elle va pouvoir se concrétiser très rapidement? Merci, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Alexandre Wizy. Monsieur le ministre, merci. Ma question prolonge celle de notre collègue de la Somme sur la ligne Roissy-Picardie. Vous avez eu des mots rassurants, presque des mots apaisants. Ma question, elle est sur les modalités précises. Sur la question européenne, où en est-on des discussions avec l'Union européenne sur le financement? Sur la question de le bouclage du tour de table, où en est l'État au niveau de ses engagements?
Et dernier point, vous avez dit à raison que le projet est attendu. Je vous raconte une anecdote. J'étais en gare de Creil à pétitionner avec des habitants au moment où nous avons eu une grande frayeur au niveau du projet européen. Et les habitants revenaient vers moi, certains, pour me dire « j'ai acheté ici, dans cette agglomération, en pensant que la ligne arriverait bientôt ». Et donc, quand vous dites cela arrivera en temps utile et dans de brefs délais, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et nous donner les délais que vous avez en tête pour l'arrivée du Roissy-Picardie? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sébastien Fagnan. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis de trop longues années, la Normandie pâtit d'une desserte ferroviaire versatile et pour le moins aléatoire quant à sa régularité. C'est lié notamment à des infrastructures ferroviaires vieillissantes, à une forte densité du trafic, mais aussi à la cohabitation à partir de Mantes avec les trains franciliens qui rendent l'arrivée sur la gare de Paris-Saint-Lazare pour le moins compliqué. Il y a une quinzaine d'années de cela, la ligne nouvelle Paris-Normandie a émergé avec de nombreux bénéfices, notamment évidemment une meilleure qualité de service, meilleure régularité, meilleure ponctualité, un trafic qui peut s'accroître aussi bien pour le trafic passager que pour le fret ferroviaire et évidemment, pour l'ensemble de la région Normandie, une meilleure connexion à la région capitale, à son dynamisme économique et à son attractivité internationale, aussi bien pour l'axe de la vallée de la Seine que pour la Normandie occidentale, qui comporte en son sein des ports particulièrement investis pour le développement des énergies marines renouvelables. Je pense bien évidemment à celui de Cherbourg en Cotentin. Pour que la ligne nouvelle Paris-Normandie devienne une réalité, il faut faire preuve d'un volontarisme particulièrement fort. Les collectivités territoriales normandes se sont investies, notamment pour la réalisation du saut de mouton près de la gare de Clichy-Levallois. Pouvez-vous nous indiquer quel sera le calendrier, mais aussi le plan de financement de l'État pour que la ligne nouvelle Paris-Normandie devienne enfin une réalité concrète pour les plus de 3 millions de Normands et de Normandes? Je vous remercie. Dernier intervenant, Alain Dufour. Oui, merci, Président. Monsieur le Ministre, je vois on vous a interrogé sur un tour de France, alors je terminerai par l'Occitanie. Qu'en est-il du contrat de plan État-région? Lorsque le Premier ministre Jean Castex est venu, il a permis de financer la 2 fois 2 voies entre Auch et Toulouse, alors que c'est un département complètement enclavé. Je voulais savoir si il y a des financements nécessaires pour continuer cette 2 fois 2 voies jusque dans les Landes. Également, sur la route nationale 21, dont on promet, si vous voulez, des travaux depuis 50 ans environ. Voilà, merci. Monsieur le ministre, oula, il va falloir faire vite. On va faire vite et vous m'excuserez de compléter si cela est nécessaire par échange direct ou écrit. Sur la question du contournement est de Rouen, la priorité que vous avez affirmée, monsieur le sénateur, est très claire, bien entendu. Vous comprendrez que je ne rentre pas dans chacun des projets autoroutiers puisque j'ai annoncé qu'on aurait une revue des projets autoroutiers et c'est à l'issue de cette revue, sous quelques semaines, vraiment ce sera rapide, que nous préciserons projet par projet les étapes qui sont devant nous. Mais j'ai entendu très clairement la position qui était la vôtre, les relais qui ont été mobilisés ces dernières semaines, notamment la lettre à la Première ministre. Monsieur le sénateur Fernic, sur les routes, alors... On voit bien d'ailleurs les injonctions contradictoires, mais c'est la vie démocratique. Bon, je tiens à dire, c'est d'être cohérent, moi je dis qu'on ne fait pas 0 projet routier ni 0 projet autoroutier, mais qu'on est plus sélectif. J'assume cette ligne, c'est en même temps, si vous me pardonnez. Concrètement, dans les CPER, et c'est un choix difficile, on va le voir sur certaines négociations, on réduit de 50% la part des crédits routiers par rapport à la génération précédente. On peut être pour, on peut être contre, c'est un fait. Et donc ça, c'est un engagement de rééquilibrage modal, pour le dire ainsi, au profit du ferroviaire, qui est très clair. Sur la modernisation du réseau ferroviaire, je ne reviens pas sur les engagements. Le contrat de performance doit être ajusté pour justement retracer et graver dans le marbre cet effort progressivement et significativement accru en faveur du réseau ferroviaire. Sur les logiques pollueurs-payeurs, c'est un peu finalement la taxe qui vous est soumise sur les infrastructures, puisqu'on fait contribuer les secteurs les plus polluants pour la décarbonation de tous les secteurs, mais notamment des moins polluants, enfin le développement des moins polluants.
via l'affectation à l'AFITF. Cela a été noté par plusieurs d'entre vous. Sur le kérosène, c'est une négociation que nous menons au niveau européen. C'est la France qui a demandé à ce qu'un texte soit proposé par la Commission européenne et cette négociation est en cours pour une taxation européenne du kérosène. Au-delà d'ailleurs, je le dis, parce qu'il y a des efforts qui ont déjà été faits, qui sont demandés au secteur aérien, de la réforme ETS auquel va être soumis quota carbone le secteur aérien à partir de l'année prochaine. Sur les lignes jumelles, si je puis dire, Paris-Clermont, Paris-Limoges, Polt, monsieur le sénateur Gold, mon engagement est très clair. Je préside moi-même tous les 3 mois le groupe de travail pour suivre les améliorations de qualité à court terme, l'avancement du schéma directeur à moyen terme, si je puis dire, d'ici, pour être précis, 2025 pour les premières livraisons de nouvelles rames et 2026 pour la fin des livraisons et 26-27 pour la fin des travaux de modernisation, régénération du réseau. Je sais qu'à court terme, tant qu'on n'a pas les nouveaux trains et que le réseau n'est pas finalisé, c'est plus de perturbations qu'autre chose, mais les rames oxygène, elles existent et je vais proposer d'ailleurs, dont vous, monsieur le sénateur, avec plusieurs élus, d'aller les voir en test, puisque je crois que ça rassurera sur leur existence et leur production, en France d'ailleurs. Pas les tests, mais la production. C'est un investissement de l'État d'1,3 milliard d'euros, je le rappelle, rien que pour la ligne Paris-Clermont. Sur la ligne Polt, je réponds de la même façon. Et pour être clair sur la RN 88, c'est en effet... dans le cadre de 3DS, une des routes que nous transférons en partie à la région, en partie au département de l'Aveyron, parce que monsieur le président Viella y tient particulièrement. Et nous avons maintenant sur le volet budgétaire, puisque le département sera sur cette section maître d'ouvrage à partir et gestionnaire à partir du 1er janvier 2024. Nous avons la discussion avec la région et bien sûr en associant le département dans le cadre du contrat de plan État-région pour voir les crédits qui seront mobilisés sur ces projets. Monsieur le sénateur Dersin, sur le fret SNCF, un point de calendrier, les choses ont déjà en partie commencé, puisque ce n'est pas caché. L'opérateur fret SNCF doit, dans le cadre de cette solution d'équilibre que je défends, même si elle est difficile, remettre sur le marché un certain nombre de flux de trains, pour être clair, et les contacts ont été pris avec les clients depuis la fin du mois de juillet, dans la suite de la procédure devant les instances représentatives du personnel, avec un délai pour qu'il n'y ait pas de report modèle inversé. Nous nous battons pour qu'évidemment chaque flux soit repris par un autre opérateur de fret ferroviaire et que par ailleurs, il y ait dans les tout prochains mois un opérateur public de fret ferroviaire, notamment sur les wagons isolés, qui demeure et qui soit viable, parce qu'on a besoin d'un opérateur ferroviaire public aussi. Il ne s'agit pas de le passer par pertes et profits, mais au contraire d'assurer son avenir et pas de rembourser dans quelques mois 5,3 milliards d'euros, ce qui serait sa perte assurée. Sur le RER métropolitain lillois, en particulier, c'est, monsieur le sénateur Corvisart, c'est effectivement un des projets les plus ambitieux et donc aussi le plus coûteux. Et donc, nous aurons une discussion dans le cadre du CPER où le mandat du préfet prévoit un financement important au titre du CERM, mais qui ne couvrira pas l'intégralité du financement et même de la part état du financement, soyons très clairs. Donc là, ça fera partie des CERM prioritaires parce qu'il est très, très avancé, sur lesquels on doit définir avec le plan de région, le plan de métropole en particulier, et la SGP, puisqu'elle était déjà impliquée, le plan d'investissement et le plan de financement, peut-être par étapes, dans les années qui viennent, dans les prochains mois. Sur le sujet de fret ferroviaire que vous évoquiez spécifiquement, je ne veux pas vous dire de bêtises, là ça fait partie des points sur lesquels je reviens vers vous pour vérifier qu'on n'ait pas effectivement une proposition routière, même si c'est un groupe ferroviaire que nous aimons bien, mais une proposition routière, c'est un peu paradoxal, mais je vais regarder les leviers que nous pouvons mobiliser. Sur le Lyon-Turin, la question des accès, je veux être clair, il y a eu des travaux du COI qui ont préconisé que sur les accès, on décale un peu les choses dans le temps. Ce n'est pas la position du gouvernement. Qu'on garde le scénario de déploiement des accès, qui effectivement est un peu en décalage, mais ça on le sait depuis le début, par rapport à la finalisation du tunnel transfrontalier, mais qui ne doit pas être de nouveau décalé dans le temps. Et donc la priorité, c'est d'assurer son financement. On est d'accord sur le scénario grand gabarit. Maintenant, il faut mettre en face de cette ambition ferroviaire une ambition budgétaire, et c'est l'objet de la négociation qu'on conduit avec la région et les autres collectivités, vous avez raison, notamment les deux départements de Savoie et de Haute-Savoie. Sur ce que vous évoquez, monsieur Barros, alors, effectivement, le CERM francilien, ça existe, ça s'appelle le Grand Paris Express, notamment. Celui-là, il est en route et il est entièrement financé avec les premières lignes, prolongation de la 14, qui ouvre dès l'an prochain. Sur le reste, l'investissement, il relève de la région et de l'autorité organisatrice, mais l'État est en accompagnement et c'est le principal objet, de loin, budgétairement, de la négociation du CPER francilien que nous sommes en train de finaliser avec Valérie Pécresse, j'espère, d'ici la fin de l'année. Sur l'aéroport de Vatry, pardon d'aller vite, engagement très clair aussi, j'ai
repris le sujet, si je puis dire, avec ce groupe de contact qu'on a mis en place, où régulièrement préfet, directeur général de l'aviation civile, PDG d'ADP, puisqu'il faut trouver une solution concertée, se réunissent. Je vais être très clair, il ne faut pas que Vatry devienne chinois. Bon. Et donc le PDG d'Aéroport de Paris, à ma demande, est en train de regarder les complémentarités qu'on peut déployer sur le fret aérien. Vatry a rendu des services très précieux pour la période du Covid. Il faut retrouver un projet pérenne au-delà de cette période particulière. On a mis en place, et les équipes de gouvernance se sont, comme vous le savez, renouvelées récemment, mais on est en train de définir ce projet stratégique pour Vatry, et je crois qu'il y a des perspectives, je suis même sûr, très importantes en complément du fret de Roissy. Sur les projets de Saône-et-Loire en particulier, ou de Sud-Bourgogne, monsieur le sénateur, vous me permettrez là, puisqu'on va très très vite, de revenir vers vous sur notamment Étang-Autun. La fraternité ou la sororité avec Rome implique qu'on soit à la hauteur. Mais en tout cas, pour la ligne, comme vous le savez, Moulins-Paray-Lyon, il y a une discussion qui se poursuit dans le cadre du CPER. Donc là, on aura d'ici sans doute la fin de l'année, je l'espère, une visibilité sur le plan d'investissement partagé. Sur Roissy-Picardie, je le redis pour être très clair, monsieur le sénateur, je préfère pas qu'on fasse des plans sur la comète. C'est une déception, même si sur l'autre projet, on a eu des financements européens, pas sur celui-là. Et donc, il faut qu'on ait un plan de financement étanche des financements européens, si je peux dire, ou indépendant des financements européens. Si on a ensuite des bonnes nouvelles, ça viendra en déduction des contributions des uns et des autres. Mais il faut qu'on ait un plan de financement. C'est ça qu'on est en train de finaliser principalement avec la région, via le préfet de région en ce moment même, d'ici les prochaines semaines, pour qu'on ait un plan de financement robuste et que le calendrier soit tenu d'ici avant la fin de la législature, c'est ça qui est bien prévu pour ce projet Roissy-Picardie. Je vais très vite sur LNPN. Là aussi, je ne vais pas le faire pour toutes les régions, mais c'est vrai, il y a une dette ferroviaire à l'égard, cette fois, de la Normandie. C'est aéroportuaire pour la région Pays de la Loire, sans doute. C'est ferroviaire à l'égard de la Normandie, qui est mal desservie, vous l'avez dit. J'étais avec la Première ministre au Havre, en présence du maire du Havre et du président de région, il y a quelques mois, au mois de juillet, où la Première ministre a réaffirmé l'engagement très clair de l'État pour le projet LNPN, qui est totalement prioritaire. Nous sommes en train de travailler sur le plan de financement, mais je connais l'engagement de la région en particulier, celui de l'État sera au rendez-vous. Enfin, sur le CPER Occitanie, je crois pouvoir dire, monsieur le sénateur, que nous sommes très proches d'une convergence, pas totale, mais d'un atterrissage avec Madame Delga sur le volet ferroviaire. On a encore des discussions sur le volet routier, qui est plus contraint pour la raison qu'on indiquait financièrement, mais bon espoir que là aussi, dans les délais impartis, c'est-à-dire avant la fin de l'année, nous puissions signer et trouver un accord politique avec la présidente Delga sur le CPER Occitanie. Bien, merci. Merci, monsieur le ministre, pour ces réponses. Effectivement, je vais regarder comment on peut faire quelque chose de spécial pour interroger le ministre, mais je vais avec lui sur les sujets bien spécifiques qui concernent, pour que les réponses soient un petit peu plus détaillées, parce que c'est vrai que là, on était sur le PLF 2024. Alors, je comprends tout à fait qu'on s'intéresse à son secteur, sinon on ne serait pas élu du coin, si on ne s'y intéressait pas, mais je pense qu'il faudrait qu'on prenne peut-être un petit peu de temps pour effectivement qu'on puisse interroger, si le ministre en est d'accord, sur les sujets bien spécifiques qui concernent nos territoires. Voilà, Alors, merci monsieur le ministre. Succinct, mais je suis à votre disposition pour donner rapidement des compléments par écrit ou par oral d'ailleurs, mais spécifiques à chacun des sujets pour détailler davantage. Et puis pour, si vous le souhaitez, monsieur le président, peut-être trouver un format ou une audition spécifique à des projets, parce que c'est un peu forcément superficiel, j'en suis confus, dans le cadre du PLF. Je vous laisse aller. Il nous reste une question à l'ordre du jour. La commission mixte paritaire